Je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous crachent à la gueule de Ant-Man et de ses petits copains de chez Marvel, mais ne jurent que par DC et leurs films plus sombres. Bah ouais, je vous comprends, rien ne vaut le ton adulte de Man of Steel, l'histoire mature abordée par la trilogie du Dark Knight, et les thèmes très très forts traités dans Green Lantern. Attendez, je crois que je viens de dire une connerie là. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Flopbuster, vous l'aurez compris, consacré à Green Lantern. Un flop dans bien des aspects d'ailleurs. Mais bon, on va commencer de suite. Voici, mesdames et messieurs, Green Lantern. Il y a des milliards d'années, une race d'immortels canalisa la force la plus redoutable qui ait jamais existé. L'énergie émeraude de la volonté. Ces immortels, les gardiens de l'univers, bâtirent un monde à partir duquel ils pourraient surveiller toute l'existence. La planète Oa. Ils divisèrent l'univers en... Bon, déjà, le film vient de démarrer qu'il nous jette à la gueule toute l'étendue de sa paresse et du kitsch qui va le caractériser. Pourquoi nous expliquer absolument tout ce que le personnage principal va découvrir au long du film? C'est pas à ça que ça sert un premier film? Et là vous allez me dire, oui mais Le Seigneur des Anneaux par exemple a aussi une intro, ça en fait pas un mauvais film. C'est vrai. Mais la différence c'est que Le Seigneur des Anneaux, comparé à Green Lantern, et désolé si je blesse certains fans de Green Lantern, Le Seigneur des Anneaux a un background vachement plus grand, et aussi vachement moins digeste, à porter à l'écran c'est vachement plus difficile. Je pense que Green Lantern aurait très bien pu s'en sortir sans cette intro. Bref, l'intro continue pendant une bonne minute et nous nous retrouvons sur Terre. Nous voyons enfin le héros du film, à savoir Hal Jordan, et les 3 premières minutes seront là pour introduire sa personnalité, constituée de gros clichés. Le temps de sortir la phrase qui servira à la bande-annonce. Allez, je dois filer. Fais comme chez toi, d'accord? Il y a de l'eau au robinet. On essaye par tous les moyens de nous montrer qu'il est un adulte irresponsable, même qu'il y a du rock dessus, et ça, si c'est pas une preuve. Et on nous surligne à gros traits sa personnalité tellement underground et originale, via les dialogues qui suivent. T'es en retard. Oui, mais c'est seulement que j'ai traîné au lit. J'ai traîné au lit moi aussi. Et puis j'ai eu 11 ans. Bref, il fait des trucs avec son avion, mais aux surprises, il crache l'avion. Parce que, aux surprises, il a des souvenirs de son père qui était lui aussi pilote et qui, aux surprises, est mort dans un accident de pilotage. Mais sérieux quoi. Au niveau de la créativité, on en est, je sais pas, au niveau d'un épisode de Hollywood Girls sur NRJ12. Sur ce, après un nouveau dialogue d'une subtilité écrasante... Ça c'est un raisonnement infantile et nous ne sommes plus des enfants. Moi, en tout cas. Notre héros se fait embarquer par des effets spéciaux d'une qualité jusque-là inégalée, jusqu'au vaisseau écrasé d'un extraterrestre. Ah ouais, à noter que vraisemblablement aux États-Unis, un truc non identifié peut s'écraser et rester toute la journée sans que personne ne s'en inquiète. L'alien meurt après lui avoir dit que... L'anneau t'a choisi. Et il découvre un produit dérivé de Green Lantern à l'intérieur du vaisseau, manifestement fait de plastique extraterrestre. Non mais regardez ça quoi, on dirait un goodies. Et juste après ça, on fait la connaissance de Sinestro, un mec qui a ni le nom ni la tête du méchant. Alors là, mais vraiment pas du tout. Puis retour sur Terre, où l'on fait la connaissance du docteur Hammond, pas lui, qui est encore une fois le cliché du scientifique reclus et seul. Manquerait plus que ses expériences tournent mal et qu'il devienne méchant. Oh putain. Bon, après que Hal Jordan ait prononcé la réplique mythique de Green Lantern, et qu'un personnage annexe nous ait réexpliqué la scène, même si absolument personne ne dirait ça en temps normal... Il y a un extraterrestre qui s'est glissé sous ta peau ou quoi? Juste après ça... Oh non, ces maudits effets spéciaux encore, laissez-moi tranquille! Il est transporté sur la planète des Green Lantern, sur laquelle il est transformé en personnage mi-homme, mi-image de synthèse. Et un personnage qui ressemble à un poisson-oiseau lui apprend tout sur cette planète et les Green Lantern. Bon, on ne relèvera pas que lorsqu'on lui dit qu'il peut voler, notre héros réagisse comme ça. Voler? Alors qu'il vient juste de traverser l'univers il y a quelques minutes. Et voilà l'excellente idée de Green Lantern. L'anneau donne le pouvoir à Hal de matérialiser tout ce qui lui passe par la tête, à la seule force de sa volonté. J'espère bien que tout cela sera utilisé avec un minimum d'originalité. Et pause, nous en sommes à 1 h et 2 minutes de film, et voilà la première séquence d'action qui met réellement notre héros en danger, et qui le pousse à avoir un acte héroïque. 1 h et 2 minutes de film. Un hélicoptère menace d'écraser une foule en panique, et notre héros trouve rien de plus extraordinaire que de mettre l'hélico dans une voiture et lui faire des spirales dans les airs. Non mais attendez, c'est Green Lantern ou The Mask qu'on regarde là? Puis, après un placement de produit qui nous rappelle que le film date quand même de 2011, notre héros continue de remplir bêtement son cahier des charges en allant embrasser la fille, qui elle-même l'encourage à continuer à être un gardien. De son côté, le docteur Hammond finit de faire rentrer le film dans la catégorie des plus grands nanars du cinéma, avec une scène d'action ridicule de bout en bout. Ce méchant est entièrement dénué de personnalité. En fait, ce film, c'est un téléfilm d'M6, mais à un gros budget, quoi.
Bon, après c'est le coup classique, Green Lantern sauve tout le monde du plus gros déferlement de matière fécale de l'histoire, et on a même le droit à une scène post-générique qui nous introduit subtilement à l'idée que Sinestro pourrait être un méchant dans la suite. Mais au fait, quelle suite ? Bah oui, parce qu'en fait ce film, il avait deux jobs au final. Il devait premièrement lancer une saga Green Lantern, et deuxièmement être le point de départ d'un univers cinématographique interconnecté, celui de DC, pour faire concurrence à Marvel. Sauf que cet échec a dû avorter le projet pour le repousser jusqu'à la sortie de Man of Steel. Green Lantern, vous l'avez constaté, déçoit par sa platitude et son manque d'originalité, mais le plus gros souci de ce film, c'est qu'il explique tout le temps, au lieu de montrer. Depuis la scène d'introduction jusqu'à la symbolique du film, il ne laisse aucun moment pour que le spectateur ne se pose des questions. Certes, l'univers de Green Lantern peut déstabiliser les néophytes, mais c'était aussi le cas pour Thor de Kenneth Branagh. Thor, c'est une mythologie qui se sert d'une autre mythologie comme base abstraite, et la Terre porte un nom différent, il y a des portails, des multivers, et pour introduire tout ça, le réalisateur avait eu l'intelligence de créer une menace mineure et située dans une toute petite ville pour avoir le temps de tout développer sans tout mâcher au spectateur. Dans Green Lantern, on n'est jamais intrigué ou émerveillé parce qu'on nous laisse jamais le temps de le faire, et on nous laisse jamais le temps de nous demander « à quoi ça sert ça ? Et qui c'est lui ?» Et ça, c'est un énorme souci. Et si je vous parle de Marvel, c'est pas pour faire mon fanboy, loin de là, c'est parce que en regardant Green Lantern, je me suis rendu compte d'un truc. Green Lantern, c'est DC qui essaie de faire du Marvel. Un ton plus décontracté, une histoire plus classique, des moments de bravoure sans réels enjeux, une scène post-générique, DC était clairement en train de singer ce qui a fait des films Marvel un succès, mais sans jamais y parvenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que Marvel a en effet certains de ses attributs, mais a appris à les doser, à les réguler ingénieusement pour éviter ce genre de résultats. Et ils y sont pas arrivés en un jour. Avant Iron Man, il y a eu Hulk, il y a eu les 4 Fantastiques, il y a eu Daredevil et plein d'autres. Marvel, ils ont fait souffrir leurs fans, et ils ont souffert eux aussi. DC, de son côté, depuis sa décision tardive de concurrencer son rival sur le même terrain, peine à trouver un style qui lui est propre, et Man of Steel n'est pas une base aussi solide qu'escompté. Mais soyez certains que ce n'est qu'une question de temps, et qu'ils sauront se démarquer. Et ne vous y trompez pas en voulant à tout prix que DC soit meilleur que Marvel ou inversement, ils sont complémentaires. L'un a puisé sa force dans le fun, l'autre dans le traitement sombre de ses personnages, et c'est de cette diversité que l'on doit se réjouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur Tipeee, d'ailleurs je remercie mes tipeurs, ils sont super sympathiques et j'adore discuter avec eux, alors n'hésitez pas à venir m'envoyer quelques messages, don ou pas, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc voilà, un don c'est par ici, et en tout cas ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui me suivent et de voir votre soutien de quelque manière que ce soit. D'ici le prochain épisode, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et il faut que j'arrive à m'arrêter. Encore une fois merci et je vous dis à très bientôt, ciao.